émotions sociales, elles sont plus suspectées d'être des autosuicides destinés à alerter l'opinion, n'est-ce pas? Alors que l'opinion, les Bosniaques, ça fait longtemps qu'ils ont compris qu'on n'alertait plus. Oui, et que maintenant on est dans une situation où on peut voir un génocide, car c'est le mot juridique de ce qui se passe à la télévision, et ne pas du tout en prendre conscience de la réalité de ce qui se passe et prendre la mesure de ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'en gros, on peut maintenant, les totalitarismes peuvent se payer le luxe de ne plus cacher leurs pratiques à une époque où les satellites, parce que même si on ne la cache pas, eh bien mon Dieu, il suffit de brouiller un peu, il suffit, et c'est ça qu'on est en train de vivre maintenant. Et c'est pour ça que moi personnellement... Dans une indifférence totale. Oui, et avec une cette anesthésie idée... Et en disant les partis, générale. les camps en présence. Dire les partis, les camps en présence, à mon sens, c'est vraiment de fait protéger l'agression et protéger un génocide. Et je suis tout à fait d'accord, qui ressemble, qui est très différent, mais il faut faire des comparaisons quand elles sont encore fausses. Sinon, il y aura trop de millions de morts, mais qui fait quand même écho, qui est ce qu'il y a de pire en Europe, c'est ce qu'il y a de pire depuis la dernière guerre mondiale. Oui, on pense sur le terrain, excusez-moi, sur le terrain, on pense à ça tout le temps. Quand on entend les réfugiés qui sont enfermés dans des wagons, on pense à ça. On ne peut pas s'empêcher de comparer sur le terrain. Mais ici, c'est faux. Dès qu'on est à Paris, ah non, il ne faut plus comparer. Je vous propose de regarder un document qui a été réalisé par la télévision serbe bosniaque après justement l'attentat du marché de Sarajevo, car Renaud de Labrosse va maintenant nous expliquer comment, sur le terrain aussi, les médias ont été finalement des acteurs de haine et des interlocuteurs de haine, et comment ils ont fait monter la tension jusqu'au meurtre. Regardez ce document, télévision serbe bosniaque. Le journal de la télévision serbe de Bosnie, qui diffuse de Palais à 20 km de Sarajevo, a repris en ordre dispersé les images du massacre de samedi et prétend que le mortier qui a tué 68 personnes et blessé 142 autres n'est qu'une mise en scène destinée à émouvoir la communauté internationale. Attention, cynisme à toute épreuve. Comment est-il possible qu'un mortier tue ou blesse 263 personnes et que les tables du marché soient intactes, avec toutes les structures et les toits, ainsi que des denrées qui ne semblent pas avoir été touchées? C'est impossible, n'est-ce pas? De toute évidence, le réalisateur n'a pas été très vigilant sur ce genre de détails. Ce que le commentateur ne dit pas, c'est que cette image est prise une fois les blessés et les morts retirés, et que pour ce faire, il avait bien fallu relever les tables. L'obus tombe. Cette pauvre femme devait être simplement allongée sur la table au marché au moment de la détonation. Est-ce possible? Il semble que les gens ont volé juste là où le réalisateur le voulait. Et la conclusion de la télévision serbe, c'est que cette femme devait être morte depuis longtemps, et ensuite qu'on l'a amenée ici et posée sur la table pour les besoins de la photo. Et le commentateur reprend. Cette prothèse de jambe au milieu de la rue, vous pouvez remarquer que l'auteur n'a pas dû apprécier de la voir à cet endroit. Pour rendre l'image plus dramatique, on reverra cette jambe, là où le mortier est supposé être tombé. D'ailleurs, on avait déjà vu cette jambe plus tôt. Et la télévision serbe présente une prothèse différente, filmée dans un décor qui n'a rien à voir, comme pièce à conviction. Et comble du comble, on prétend même que des gens jouaient la comédie sur place. Regardez cet homme, il pleure, il est très peiné. Maintenant, il montre une jambe déchiquetée. Et après avoir fini son travail et que l'image ait été tournée, très peiné et avec sa tête pleurante, il s'échappe de la scène à travers les barrages. Tant pour le cynisme, tant pour la manipulation. Mais les échos de Palais semblent confirmer que cette manipulation a convaincu une bonne partie de son public. Renaud de Labrosse, vous venez de publier aux éditions La Découverte Essai. Oui, c'est un document terrifiant que nous venons de voir. Un livre qui s'intitule Les médias de la haine. Quel est le rôle, à votre avis, justement, des médias dans le conflit dans l'ex-Yougoslavie? Écoutez, on a vu un exemple de manipulation flagrante du côté de la télévision serbe. C'est un exemple parmi d'autres puisque vous avez sans doute vu comme moi les images filmées, projetées par la télévision serbe qui montraient Sarajevo intact, qui déniaient en fait les bombardements sur Sarajevo et qui étaient des images qui avaient été prises quelques années auparavant de la ville. Et donc ce sont des images manipulatrices destinées à l'opinion serbe pour la tromper sur le fait des bombardements pourtant bien réels serbes sur la ville. Vous avez également un autre exemple intéressant qui a été le bombardement de Dubrovnik, qui a été nié par la télévision serbe également. Télévision qui a dit
à son opinion, enfin à ses téléspectateurs, que en fait c'était des télévisions occidentales qui faisaient brûler un pneu devant la ville pour faire croire à des bombardements. Donc ce qu'il faut dire, c'est que dans le cas de l'ex-Yougoslavie, puisque malheureusement c'est pas un phénomène propre aux médias serbes, il y a eu une instrumentalisation des médias pour servir les intérêts de groupes politiques nationalistes extrémistes. Alors Vous voulez dire que de tous côtés, on a employé les mêmes méthodes, disons que de mensonges et de manipulation de l'information. À des degrés divers, c'est vrai que bien sûr du côté serbe, ça a été une logique poussée jusqu'à l'absurde parfois dans le cas de certains médias qui ont été créés du côté serbe-bosniaque, qui ont été vraiment des instruments de manipulation de l'opinion publique serbe, mais serbe bosniaque, mais aussi serbe de la République serbe. Vous avez donc l'agence de presse qui a été créée par les Serbes de Bosnie, qui s'appelle SRNA, pardon, et qui a distribué un certain nombre de communiqués au moment où Sarajevo subissait donc le siège à partir de 1992. Et donc cette agence de presse a fait sortir un certain nombre de communiqués comme quoi les musulmans présents à Sarajevo nourriraient les lions affamés du zoo avec les corps d'enfants serbes et de femmes serbes. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Puisqu'il y en a énormément. Mais c'est vrai que du côté serbe, la logique a été poussée jusqu'à des degrés d'abjection totale. Cela dit, il faut cependant dire que du côté croate, il y a eu également manipulation de l'opinion publique, distillation d'informations à sens unique. Mais bon, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé du côté des médias serbes et du côté des médias croates ou bosniaques. Jean Hetzfeld, est-ce qu'on peut sentir sur le terrain le rôle concret de ces médias? Est-ce que les jeunes regardent la télévision et sont très influencés? Ils regardent énormément la télévision, et ce qui est étonnant et qui rend la chose bizarre, c'est qu'ils regardent toutes les chaînes de télévision. C'est-à-dire qu'à Sarajevo, par exemple, ils regardent la chaîne. Par exemple, les 2 journaux télévisés du soir se succèdent. Ça doit s'annuler alors. Alors, ça va être bizarre comme vision du monde. Voilà, ça donne une conception des choses assez compliquées, dont ils sont obligés de faire le tri, ils sont obligés de réfléchir à ça, d'en discuter, de se référer à d'autres informations, parce qu'ils sentent quand même que c'est un peu compliqué, mais ils regardent tout. Ils peuvent regarder la chaîne de télévision croate, serbe, bosniaque. Beaucoup peuvent regarder d'ailleurs aussi CNN ou je ne sais pas quoi, des chaînes anglaises, donc avoir des références. Ils ont des journaux qui viennent de plusieurs endroits. Il y a beaucoup de radios. Le rôle de la radio est très très important, plus important que la télévision. Et donc, c'est vraiment, ça crée des phénomènes assez étonnants, quoi. C'est compliqué pour eux, l'information, quoi. C'est vraiment compliqué. Et c'est de toute façon compliqué d'être journaliste pour eux. Moi, je raconte juste une anecdote. J'avais un ami qui était directeur d'une chaîne de télévision indépendante bosniaque qui était formidable, qui s'appelait Youtel, qui existait avant la guerre, qui était formidable. Et un jour, je le croise dans la rue comme ça, et je lui dis, mais Goran, qu'est-ce que tu deviens? Il me dit, je ne sais plus quoi, il fait un boulot de prof, je sais pas quoi. Maintenant, il a Zagreb. Je lui dis, mais t'as arrêté, t'avais une chaîne de télévision formidable. Il m'a dit, non, on ne peut pas être journaliste en temps de guerre quand on appartient à une partie prenante de la guerre. On ne peut pas être journaliste, c'est-à-dire dire la vérité, voilà, quoi. Et être cru quand on dit la vérité. Voilà, c'était son point de vue. Ce n'est pas un point de vue qui est le mien, ou mais c'était un point de vue vraiment sincère. C'est qu'à partir du moment où on est bosniaque ou serbe, c'est extrêmement difficile d'être journaliste, parce qu'il y a une pression quand même énorme de la population, du lectorat, de sa direction, des autorités, de l'armée, etc., pour vous influencer. Véronique Naungrap. J'aimerais bien demander aussi votre avis. J'ai l'impression que le grand moment de manipulation de l'information s'est effectué avant la guerre à Belgrade, à partir surtout des années 88, quand on a essayé par tous les moyens, en faisant quelquefois des expositions, des documentaires terribles, des expositions très chic, très savantes, des montages. Et on a essayé de persuader la population civile serbe qu'elle était menacée, qu'elle était l'objet d'un génocide historique depuis 6 siècles, en gros, et qu'il allait se reproduire et qu'ils étaient atrocement menacés. Et vraiment, là, une peur a été déclenchée, une peur d'autant plus séduisante que toute la vie politique précédente et les manières de parler précédentes, donc de l'appareil d'avant, tombaient en désuétude. Et si vous voulez, aux racines, au conflit séculaire, à la haine naturelle, quoi, au fond. Et pendant ces quelques années, et surtout
Alors, il faut ne pas oublier donc les Albanais du Kosovo qui ont fait les frais. Toutes les enquêtes internationales ont démontré qu'ils n'avaient pas été ce que la propagande avait dit d'eux, la propagande de Belgrade. Et bon, maintenant, ils sont l'objet, 90% de la population vit dans des conditions insensées en pleine Europe. Je crois qu'on peut vraiment parler d'un apartheid. Pardon. Vas-y, parle. Nicole Deroy. Pour signaler que ça marche d'autant mieux la propagande télé à Belgrade, enfin en dehors de Belgrade, c'est qu'ils ne reçoivent qu'une seule chaîne. Contrairement à beaucoup de pays d'Europe, il y a un retard terrible dans le nombre d'appareils. Il y a des campagnes autour de Belgrade où on ne reçoit rien. Et quand il y a eu une tentative de télévision indépendante, on lui a enlevé ses émetteurs. Je ne suis pas d'accord là-dessus, parce qu'il y a les paraboles satellites. Donc, dans les campagnes au Serbie, il y en a pas. Si, dans les campagnes aussi. Il y a la vidéo plus qu'en France. Maintenant depuis... 193, enfin, depuis tout le temps. Enfin, peu importe, mais de toute façon, c'est pas grave. Parce que même si on a accès à des chaînes étrangères, il y a, à travers la propagande qui a préparé la guerre, on a appris aux gens à rejeter l'information venant de l'étranger, à dire qu'il y avait un complot contre la Serbie, un complot qui se tramait à l'étranger. Donc toute information venant de l'Occident était de toute façon subjective, fausse, déformée sur les Serbes. Donc même s'ils ont accès, et même s'ils peuvent regarder, il n'y a pas cette volonté, souvent, ça dépend des gens, mais souvent il n'y a pas cette volonté d'essayer de comparer l'information parce qu'il y a un rejet immédiat sur le traitement de l'information par la presse étrangère. L'information a quand même elle avait un but et elle a très bien fonctionné en France. Quand on nous a expliqué au début du conflit que c'était de la faute de l'Allemagne qui voulait reconstruire le 4e Reich et des Oustachis qui attaquaient l'ancienne Yougoslavie, ça avait un but très précis, toutes ces campagnes de presse, de dire, et ça a été repris par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Dumas, en disant dans 10 ans, vous comprendrez que c'était un complot vaticano-germanique, que la crise en ex-Yougoslavie était là. Donc tout a servi dans un même sens de ne pas comprendre la situation. Et quand ça continue, encore maintenant, à la télévision, de mettre les belligérants sur le même pied, c'est-à-dire soi-disant de neutralité, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire les torts sont partagés selon la bonne parole présidentielle, et il ne faut pas s'engager d'un côté plutôt que d'un autre. Si on dit qu'il y a des belligérants, si ce n'est pas des agresseurs et des agressés. Donc l'état de siège est nié et on en est amené à accepter de nouveau des bombardements alors qu'on a tout fait pour expliquer qu'il y avait zone d'exclusion puisqu'il y avait agression et que l'état de siège devait être arrêté. On a tout à fait les moyens de changer la situation. Et il y a effectivement des campagnes de presse qui se mènent pour changer. Nous arrivons au terme de cette émission. Cette émission, c'était un SOS, c'était un signe, c'était une manière d'essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans une indifférence quasi générale. Anifa Kapidji, comment voyez-vous l'avenir de votre pays et qu'espérez-vous? Moi, je suis de naturel optimiste, que rien ne peut vaincre. J'espère quand même que, comme toute guerre a fini, que celle-là aussi finira et que les gens de tous les côtés, je pense surtout maintenant aux côtés agresseurs, comprendront qu'ils ne peuvent plus vivre comme cela et que l'opinion... Mais ça se passera comment? Par le biais d'une offensive militaire, par le biais de la diplomatie internationale, par l'offensive bosniaco-croate. Je l'espère et je le crois. Voilà. Donc par la guerre. Ça devrait être conjugué. Par la continuation de la guerre, je veux dire. Conjugué par des moyens diplomatico-politiques. Donc j'espère aussi que la communauté internationale fera quand même à la fin quelque chose. L'offensive et l'offensive diplomatique à la fois. Sarajevo, c'est l'Europe. Sarajevo, c'est 2 heures de Paris. Sarajevo et la France sont liés par un cordon ombilical de culture. Qu'attendez-vous de nous, Français? J'attends du public français de ne plus faire la sourde oreille, d'écouter. J'attends des médias, des émissions comme celle-là, n'est-ce pas, où les gens peuvent dire ouvertement ce qu'il en est et alerter le public. J'attends quand même du nouveau gouvernement français qu'il fasse ce qu'il a promis. J'ai écouté M. Juppé qui promet plus de fermeté. On va voir. J'attends. Et vous tous, qu'espérez-vous, qu'attendez-vous? Je pense que l'obstacle à la paix, c'est le gouvernement Karadzic et Mladic. Donc il faut les faire sauter
d'une manière ou d'une autre. Ouais. Voilà, non, mais il n'y a pas d'autre solution. Oui. Il n'y a pas d'autre solution. C'est eux qui bloquent, c'est eux qui bloqueront tant qu'ils seront au pouvoir. Donc, que ce soit une opération militaire, que ce soit une opération terroriste, que ce soit une opération d'usure, comme on est en train de tenter en ce moment. Vous n'êtes pas un chef militaire, Jean-Edouard. Non, mais les militaires vous disent qu'on peut débloquer, tous les militaires vous disent qu'on peut, Jean a raison, qu'on peut débloquer. C'est l'obstacle, c'est ce Karadzic qui est un caractériel, ce Mladic qui est un moitié fou, qui bloque toute solution en ce moment. Donc, on ne peut, c'est incontournable, pour employer un mot à la mode, c'est incontournable de les dégommer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça sera fait. C'est Milosevic, sans problème. C'est ce qu'on dit, il le fait pas. Véronique Naoumgraf. Il peut. Mais il faut employer des moyens pour cela. Je pense que Mladic est tout à fait lié à Milosevic. Je pense que Milosevic n'est pas anodin. Maintenant, il a pris le discours de la paix, un virage depuis juillet 1994, mais c'est un virage de plus. Et lui, ou plutôt ceux qu'il représente, sont véritablement à l'origine de l'organisation de l'agression qui, souvenez-vous, ne concerne pas seulement la Bosnie, mais une histoire depuis la Slovénie, et même il faut penser le Kosovo. Donc du Kosovo jusqu'à la Macédoine, vous avez une histoire de l'agression avec beaucoup de documents où on peut se renseigner. Et Milosevic, aucun opposant ami de Belgrade ne vous dira eux ne pensent pas que Milosevic est le partenaire de la vraie paix, c'est-à-dire de la paix juste. Il faut aussi dégommer Nicole Leroy. Mais oui, mais oui. Jean-Michel veut dégommer Mladic et Karadzic, il faut dégommer Milosevic. C'est ce qu'on pense tous, je crois. Bon, alors avant de dégommer tous ces chefs, il faut quand même rappeler... Oui, Romain Goupil. Simplement de dire qu'il y a quand même tout à fait les moyens que comprendre qu'on n'acceptera pas un État ethniquement pur au cœur de l'Europe, que c'est une base, que là-dessus il y a des résolutions de l'ONU, qu'on se donne les moyens d'appliquer ces résolutions de l'ONU. Il y a un tribunal international qui est en place. Il y a comment s'appelle, des résolutions de l'ONU qu'on peut faire respecter militairement. Peut-être que le dispositif est sûrement... On ne peut peut-être pas faire durer ça éternellement, il faudra bien arriver... Le dispositif, on nous a dit, attendez, ne rajoutez pas la guerre à la guerre avec la levée de l'embargo. Ne rajoutez pas la guerre à la guerre et attendez, on va tout faire pour diplomatiquement, avec le groupe de contact, arriver à une paix. On leur a laissé le temps. Cela dit, j'en avais pas trop le choix. Juppé a eu tout le temps, il a été à Belgrade, il a rencontré tout le monde et ça n'a pas abouti. Donc, changez que ce gouvernement, que M. Juppé relise La Tentation de Venise. C'est son propre livre où il dénonce tout et il y a l'ensemble, quasiment l'ensemble des solutions dans son livre. Arrêtez, faire en sorte que la communauté internationale se donne les moyens de faire que Karadzic et Mladic soient mis au banc des nations maintenant. Avec des moyens militaires, bien sûr. Avec le concours des armées bosniaques et croates. Ça serait pas la première fois où tout le monde entier se met contre des fascistes. Alors, on l'a beaucoup dit. Anifal l'a dit à plusieurs reprises au cours de cette émission. À Sarajevo, on résiste grâce à ce qu'on a dans la tête, grâce à sa résistance morale et intellectuelle. Je voudrais que vous rappeliez, vous tous, ce que vous faites à Sarajevo et pour Sarajevo. Et si jamais les téléspectateurs peuvent vous aider, que vous donniez les possibilités de le faire. Romain Goupil, Nicole Leroy, Collectif pour Sarajevo. Le but, c'est autour de très précisément et très concrètement autour de l'association Paris-Sarajevo Europe, essayer de maintenir ce lien qui fait que Sarajevo peut rester digne et la Bosnie peut rester digne. Donc les livres, les films et tous les liens qui cassent ces purifications ethniques, qui font l'échange entre les individus et les consciences. Donc ça, comment on peut s'adresser à vous? La Paris-Sarajevo Europe, c'est bien entendu Francis Bueb avec une adresse et les moyens de le contacter. Et là, tout le monde est bienvenu puisque c'est organiser des envois. Oui. Alors on va donner l'adresse. Vous la connaissez par cœur. 99 rue de Vaugirard. À Paris, dans le 15e, Gérard Rondeau. 42 22 13 25 pour le téléphone. 42 22 13 25, donc c'est le collectif Paris-Sarajevo Europe. Et puis je vous propose, oui, Jean Hetzfeld, vous vouliez ajouter quelque chose? Je dois dire simplement qu'on reçoit un accueil vraiment très bon auprès des éditeurs, etc., des milieux de cinéma, et qu'il faut absolument encourager et continuer. Jean Hetzfeld, vous vouliez ajouter un dernier mot? Une autre manière d'aider, c'est d'accueillir tous les gens qui en ont marre de Sarajevo, qui veulent sortir de Sarajevo et qui veulent recommencer leur vie hors de Sarajevo. Il n'y a pas non plus de raison de vouloir maintenir des gens qui ne veulent pas y rester. Donc il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui veulent recommencer leur vie. Il faut les accueillir, il faut leur donner des bourses, il faut les loger, il faut les aider à aller aux États-Unis ou en Australie s'ils le veulent. Il faut donner des visas. Et les accueillir, nous, en France, s'ils ont envie de venir en France. Voilà.
Oui, Véronique Naum-Grape. Donc il y a hors de Sarajevo, à Tuzla, dans les enclaves, il y a beaucoup d'associations qui proposent des choses. Et il faut aussi aider les opposants serbes. Il faut aider les populations civiles serbes qui ne veulent pas. Il faut trouver les démocrates en Serbie et les aider et leur donner la parole. Alors je vous propose de regarder un extrait d'un film que Jean Hetzfeld doit connaître, plusieurs d'entre vous ici aussi j'imagine, qui s'intitule Les Anges de Sarajevo, un film qui est signé Nino Zalica et qui a filmé à l'intérieur de Sarajevo la résistance spirituelle. Regardez. Et puis quelques livres pour mieux comprendre. Le livre de Jean Hetzfeld, L'ère de la guerre, est paru maintenant en édition de poche. Paul Gard, Journal de voyage en Bosnie-Herzégovine, octobre 1994, La nuée bleue. Paul Gard est aussi un historien de l'histoire des Balkans. Il a écrit un livre que je trouve remarquable sur l'histoire de la Yougoslavie. Je crois que vous en êtes tous d'accord. C'est très remarquable. Et ça, c'est un très beau livre. Oui. Vukovar, Sarajevo, la guerre en ex-Yougoslavie sous la direction de Véronique Naum-Grape aux éditions Esprit. Et puis Reporters sans frontières, donc les médias de la haine, la découverte essai. Et puis chaque soir, à partir de ce soir, sur France 2, et nous nous en réjouissons tous, eh bien, on va pouvoir découvrir ou redécouvrir, pour tous ceux qui en sont des fanas, je crois qu'on est beaucoup à être des fanas de Casavets aussi, on va pouvoir redécouvrir le cycle Casavets, hélas un peu tard, mais donc ce soir commence le cycle Casavets. Frédéric Bonneau, vous êtes un fan de Casavets, vous êtes critique aux Inrocks, c'est-à-dire les Inrecuptibles. Vous avez fait un beau papier dans l'hebdo de cette semaine et vous avez parlé de ce premier film qu'on va découvrir tout de suite sur France 2, Shadows. Alors c'était quoi ? 57, je crois, le tournage. Oui, Casavets commence à le tourner fin 56-57, et ce qui est assez extraordinaire avec Shadows, c'est de voir un individu qui change totalement de direction. C'est-à-dire qu'en 56, Casavets vient de tourner ses deux premiers films comme vedette, qui ne sont pas des films inoubliables. Il joue un peu les Marlon Brando ou les James Dean. Il était beau gosse. Non, il était très beau, et puis surtout, il y avait une place à prendre, parce que James Dean venait de se tuer, Marlon Brando commençait un peu à s'empâter. Bon, donc, il y avait la place du rebelle sans cause qui était à prendre. Hollywood le réclamait, il aurait pu continuer à faire des films. Et c'est quelqu'un qui décide de rester à New York, il est new-yorkais d'origine grecque, et il met ses cachets hollywoodiens dans l'achat d'un workshop, comme disent les Américains, c'est-à-dire d'un atelier théâtral, où il recrute des gens qui sont au chômage, des jeunes comédiens, etc. Et là, selon les méthodes de l'acteur studio, un peu décalées, qui étaient très en vogue à l'époque, il commence à répéter. Et un beau jour, dit la légende, mais c'est comme Don John Ford, si la légende est mieux que la vérité, il vaut mieux imprimer la légende. Une après-midi, l'improvisation est tellement fantastique que Casavets se dit, ça fait un film, il faut absolument faire un film avec ça. Et le soir même, il va à un talk show, un espèce de cercle de minuit new-yorkais, pour parler d'un de ses films hollywoodiens qu'il vient de terminer.
Et il dit à l'animateur, enfin l'animateur fait passer sur l'antenne le message suivant, si les gens ont envie de voir un film qui ne ressemblera en rien au cinéma hollywoodien habituel, un film qui sera branché sur la vie des gens, sur les rues de New York, sur le jazz, on n'a pas d'argent, envoyez de l'argent au studio. Et cette émission de radio, au bout de quelques semaines, va recevoir 2-3 000 $, ce qui permettra de, ce qui était rien, mais ce qui permettra quand même de commencer le tournage avant que l'enthousiasme général ne retombe. Et au bout d'un premier montage, puis d'un second, de X semaines de tournage dans les rues de New York, complètement clandestinement, parce qu'ils n'ont pas d'autorisation de tournage, ils n'ont pas d'argent, ils ont 2 projecteurs qui vont brancher chez les gens. Cassavetes arrive à la version de Shadows qui finalement aura coûté 40 000 $. Ce qui est rien par rapport aux normes hollywoodiennes de l'époque. Un film hollywoodien à l'époque, la moyenne, ça coûtait 2 millions de $ à peu près. Donc 40 000 $, c'est vraiment 3 fois rien. Et Shadows va sortir aux États-Unis un tout petit peu. Il sera montré à New York dans quelques salles. Mais surtout, il va sortir à Londres et à Paris, où là, il va y avoir beaucoup de succès parce que les gens vont découvrir qu'il y a des jeunes gens qui ont envie de faire un cinéma autrement, différent, non seulement à Paris avec la Nouvelle Vague ou Londres, qu'avec les jeunes gens en colère du free cinéma anglais. Et donc, le film va avoir du succès, finira par apporter de l'argent. Et c'est donc le premier film de John Cassavetes qui ensuite va retourner au studio, vers les studios pour 2 films. Ça va très mal se passer. Et ensuite, donc, il va reprendre cette façon artisanale, familiale et en franc-tireur de faire du cinéma avec Faces, qui sera aussi montré dans... Qui sera le second film qu'on pourra voir demain soir. Ensuite, Une femme sous influence avec l'inoubliable Gina Rowlands. Et ensuite, Meurtre d'un bookmaker chinois et Opening Night, qui est aussi un très grand chef-d'œuvre. Mais tout de suite, donc, juste après le générique du Cercle de minuit, Shadows, 1957, Cassavetes. Bonsoir et bonne nuit, donc, en regardant Shadows. C'est pas mal pour terminer la nuit. Voici un nouveau boursin pour les enfants. Boursin pour petits gourmands. Un nouveau goût nature, très gourmand. À table. Tellement gourmand qu'on sait très bien le sort qui l'attend. Nouveau boursin pour petits gourmands. Le goût nature bon comme du boursin.